Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez fin, celui des émotions. Ou plutôt de leur absence, qu'elles soient apparentes ou vraiment ressenties. On va explorer deux états qu'on mélange souvent, l'aplatissement affectif et l'émoussement affectif. L'objectif, il est simple, essayer de comprendre ce que c'est exactement, d'où ça peut venir, et puis surtout, quelles conséquences ça a pour les personnes qui vivent ça. Alors, pour cette discussion, on s'est appuyé sur plusieurs sources. D'abord, un article qui définit l'aplatissement affectif. Ensuite, une publication de psychiatrie clinique trouvée sur encéphale.com qui, elle, se base sur une présentation scientifique assez récente de 2024. Elle se focalise sur l'émoussement affectif et notamment son lien avec les antidépresseurs. Et puis, on a aussi une fiche d'info d'un réseau hospitalier, Medicover Hospitals, qui revient sur l'aplatissement, les symptômes, les causes, les traitements et qui le compare aussi à l'émoussement. Voilà, donc notre mission là maintenant, c'est de démêler un peu tout ça, voir ce qui les distingue vraiment, chercher à comprendre pourquoi ça arrive, maladie, choc, médicaments, et puis saisir comment ça peut transformer une vie. On y va. Commençons par les bases, si vous voulez bien. Pourriez-vous nous éclairer sur ce premier terme, l'aplatissement affectif? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Volontiers. Alors l'aplatissement affectif, c'est d'abord et avant tout une question d'expression, ou plutôt une diminution vraiment marquée de l'expression visible des émotions. Pensez au visage par exemple. Il peut sembler moins mobile, presque comme figé. La voix aussi, elle peut perdre ses intonations habituelles, devenir plus monotone. Même les gestes peuvent être moins expressifs. En fait, la personne qui vit ça, elle donne l'impression d'être indifférente, comme si rien ne la touchait vraiment, ni la joie, ni la peine. Une de nos sources, d'ailleurs, celle de Medicover Hospitals, elle liste des signes assez clairs qu'on peut observer. Moins d'expression sur le visage, un regard qui peut paraître un peu fuyant, ou au contraire fixe, et puis ce fameux ton de voix monocorde. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est une sorte de masque, mais involontaire. L'émotion est peut-être là, à l'intérieur, mais elle ne se voit pas, ou très peu. C'est un peu ça l'idée. C'est tout à fait ça. C'est là toute la subtilité et parfois tout le problème de l'aplatissement. La personne peut très bien ressentir des choses, mais son corps, sa voix, son visage ne les montrent pas ou alors de façon très très atténuée. C'est un peu comme si le volume de l'expression émotionnelle était mis au minimum, quoi. Ok, c'est clair pour l'aplatissement. Alors justement, qu'est-ce qui le différencie de l'autre terme, l'émoussement affectif? Parce qu'on entend souvent les deux. Ah oui, et la différence est vraiment majeure. Elle se situe à un autre niveau. L'émoussement affectif, lui, ça concerne directement le ressenti intérieur. Il s'agit d'une réduction de l'intensité des émotions, ou même de la gamme des émotions qu'on peut éprouver. Les personnes qui vivent ça décrivent souvent une sensation d'être comme engourdies, détachées émotionnellement, un peu comme si elles regardaient le monde à travers une vitre. Elles peuvent avoir du mal à ressentir de la joie, mais aussi parfois de la tristesse profonde. C'est une sorte d'anesthésie affective, si vous voulez. L'article d'encéphale.com le décrit bien d'ailleurs. Un manque d'émotion, qu'elle soit positive ou négative, une perte d'intérêt pour des choses qui plaisaient avant. La distinction clé, et Medicover le souligne aussi, c'est vraiment ça. L'aplatissement, ça touche l'expression externe, ce qui se voit. L'émoussement, ça touche l'expérience interne, la capacité même à sentir pleinement les émotions. C'est une distinction essentielle, effectivement. L'un affecte la vitrine, donc l'expression, et l'autre le magasin intérieur, le ressenti. Ça change tout. Alors, justement, explorons un peu les causes. Pour l'aplatissement affectif, cette façade un peu neutre, d'où ça peut venir? Quelles sont les origines? Les origines sont assez variées en fait. L'aplatissement affectif, c'est un symptôme qu'on retrouve dans certains troubles psychiatriques bien connus. En premier lieu, la schizophrénie, mais aussi dans certaines formes de dépression quand elles sont vraiment très sévères. Ça peut aussi être la conséquence de problèmes neurologiques, par exemple des lésions au cerveau après un traumatisme crânien, ou des atteintes spécifiques du lobe frontal, ou encore certaines maladies dégénératives comme les démences. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact de certains médicaments, notamment ceux qui agissent sur les circuits de la dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est un neurotransmetteur clé pour la motivation, l'expression émotionnelle. D'accord. Schizophrénie, dépression sévère, atteinte cérébrale, médicaments, c'est un spectre assez large. Et pour l'émoussement affectif alors, cette diminution du ressenti, est-ce qu'on retrouve les mêmes causes ou c'est différent?
C'est un tableau qui a ses propres spécificités, même s'il y a des liens, bien sûr. L'émoussement affectif, c'est un symptôme très fréquent dans le trouble dépressif majeur, le TDM comme on dit. C'est-à-dire une forme de dépression caractérisée, souvent assez sévère. On parle alors d'émoussement primaire, parce qu'il fait partie de la maladie dépressive elle-même, surtout dans ses formes qu'on appelle mélancoliques. Un autre facteur important, souligné dans nos sources, surtout l'article d'encéphale.com, c'est le lien avec les traumatismes psychologiques importants. Les patients qui ont vécu un trauma rapportent souvent un émoussement affectif plus intense. Ce lien avec le trauma, c'est intéressant. Ça fait penser peut-être à un mécanisme de défense, une façon de se couper d'émotions qui seraient trop douloureuses. C'est une hypothèse tout à fait plausible, oui, même si les mécanismes précis sont sûrement complexes. Le trauma peut effectivement amener à une sorte de déconnexion émotionnelle pour survivre à quelque chose d'insupportable. Mais vous parliez d'émoussement primaire lié à la maladie elle-même. Et les sources, notamment celles d'encéphale.com, elles insistent beaucoup sur un autre type d'émoussement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et c'est un point capital. C'est ce qu'on appelle l'émoussement secondaire, celui qui est provoqué, induit par un traitement. Et là, les projecteurs sont braqués principalement sur les antidépresseurs. Plus spécifiquement, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les fameux IRS ou ISRS, et puis aussi, un peu moins, mais de façon significative quand même, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, les IRSNA. C'est un effet secondaire dont on parle de plus en plus ouvertement maintenant. D'accord. Et on a une idée de l'ampleur du phénomène? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Eh bien, les chiffres qui sont cités dans l'article d'encéphale.com sont assez marquants, oui. On estime qu'environ 50 à 60% des patients qui sont traités par IRS ou IRSNA rapportent ressentir un certain degré d'émoussement affectif. 50 à 60%. Oui. Donc ce n'est pas du tout anecdotique, hein. C'est une expérience qui est partagée par une majorité de personnes sous ces traitements-là. La moitié, voire plus. C'est énorme. Et ça doit avoir des conséquences importantes, j'imagine, sur la volonté de continuer le traitement, par exemple. Il est identifié comme une des causes majeures d'arrêt du traitement antidépresseur par les patients eux-mêmes. Parfois, ils arrêtent sans même en parler à leur médecin. Et cette non-observance, comme on dit dans le jargon, elle est très problématique. Ça augmente beaucoup le risque de rechute de la dépression, ça augmente la vulnérabilité face aux idées suicidaires, et ça a aussi un coût économique d'ailleurs. Une des grosses difficultés pour les médecins, c'est justement d'arriver à faire la part des choses. Est-ce que l'émoussement que ressent le patient, c'est un reste de sa dépression, ou est-ce que c'est un effet direct du médicament? La distinction n'est pas toujours facile à faire. On touche là un vrai dilemme thérapeutique, j'ai l'impression. Traiter la dépression, c'est indispensable, mais si le traitement lui-même réduit la capacité à ressentir la vie, c'est une balance compliquée à trouver. Au-delà du traitement, quelles sont les répercussions de ces états, que ce soit l'aplatissement ou l'émoussement, sur la vie quotidienne des gens? L'impact est profond, oui, et il touche vraiment beaucoup de domaines. De manière générale, la qualité de vie et le fonctionnement au jour le jour sont altérés. Les sources nous disent que les patients dépressifs qui ont un émoussement sévère ont tendance à avoir de moins bons scores sur les échelles qui mesurent l'anxiété, le fonctionnement social, même si, paradoxalement, leurs scores de dépression pure peuvent sembler moins élevés, justement parce que l'intensité émotionnelle est plus basse. Concrètement, ça peut se voir par un sentiment de détachement vis-à-vis de la famille, des amis, des difficultés dans le rôle de parent, parfois des problèmes financiers, peut-être liés à un manque d'initiative, de motivation, une vie sociale qui s'appauvrit, des relations qui deviennent tendues, que ce soit au travail ou à la maison. L'aplatissement, lui, de son côté, peut créer beaucoup d'incompréhension chez les proches, qui peuvent interpréter ce manque d'expression comme de l'indifférence ou de la froideur. Oui, on imagine très bien comment ce manque d'expression visible ou cette baisse du ressenti intérieur, ça peut créer des malentendus, de la distance, un sentiment d'isolement qui doit être terrible. Exactement. Les sources insistent beaucoup là-dessus, hein. Le sentiment d'isolement, la difficulté à créer ou à maintenir des liens affectifs. Pour quelqu'un qui est en dépression, l'émoussement peut aussi venir renforcer ce sentiment de vide intérieur, d'être coupé de soi-même et des autres. C'est important aussi de noter, comme le rappelle la fiche de Medicover Hospitals, que ces états ne sont pas forcément définitifs, hein. Selon la cause, ils peuvent être temporaires et s'améliorer avec un traitement adapté ou un changement de situation. Vous avez mentionné tout à l'heure les antidépresseurs et cet émoussement qu'ils peuvent provoquer. Il y a un point particulièrement frappant dans l'article d'encéphale.com sur la façon dont cet effet est perçu, non? Oui, c'est un point qui, je pense, mérite vraiment qu'on s'y attarde un instant. Il montre une divergence assez nette entre ce que les patients rapportent et ce que les cliniciens, eux, perçoivent
ou note. Il y a une étude qui est citée dans l'article qui a montré que 45% des patients sous antidépresseurs estimaient que le médicament avait un impact négatif sur leurs émotions, donc qu'il provoquait une forme d'émoussement. Or, dans cette même étude, les cliniciens, eux, n'attribuaient ce symptôme spécifiquement au traitement que chez 30% de ces mêmes patients. 45% côté patient, 30% côté médecin. C'est une différence qui n'est pas négligeable du tout. Comment on peut expliquer cet écart? C'est une question de communication, de sous-estimation de ce que ressent la personne? C'est probablement un mélange de plusieurs facteurs, oui. Il peut y avoir une tendance, peut-être involontaire, chez certains cliniciens à minimiser un peu cet effet ou à le mettre plus facilement sur le compte de la dépression elle-même. Il peut aussi y avoir une difficulté pour les patients à bien identifier et à mettre des mots sur cet effet, qui est quand même assez subtil, l'émoussement. Et puis, sans doute un manque de questionnement systématique sur ce sujet précis pendant les consultations. Quoi qu'il en soit, cet écart, il souligne un vrai problème de communication et surtout le besoin urgent d'une meilleure sensibilisation des deux côtés, patients et médecins. C'est vraiment fondamental que l'expérience subjective du patient soit entendue et prise au sérieux, parce que ça a des conséquences directes sur l'adhésion au traitement et sur le bien-être général. Ça met vraiment en lumière l'importance du dialogue entre le médecin et le patient. Alors, face à ces états, aplatissement ou émoussement, comment on intervient? Quelles sont les pistes de prise en charge? L'approche est généralement multidisciplinaire. Comme le souligne bien la source hospitalière, la première étape, c'est évidemment un diagnostic précis. Il doit être posé par des professionnels de santé, psychiatres, neurologues, psychologues, après une évaluation clinique, des entretiens, parfois des examens complémentaires. Ensuite, si l'état est lié à une maladie sous-jacente, qu'elle soit neurologique ou psychiatrique, eh bien, le traitement de cette maladie est prioritaire, souvent avec des médicaments spécifiques. La psychothérapie joue aussi un rôle très important. Des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, qui aide à identifier et modifier les pensées et les comportements qui posent problème, ou la thérapie comportementale dialectique, la TCD, qui est particulièrement utile pour apprendre à mieux gérer les émotions intenses et améliorer les relations. Ces thérapies peuvent donner des stratégies pour faire face et aider à retrouver une certaine expression ou une reconnexion émotionnelle. Enfin, les groupes de soutien sont souvent très bénéfiques. Ça permet de partager son vécu avec d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires et ça aide à rompre l'isolement. D'accord. Donc, une combinaison d'approches vraiment adaptées à la cause et à la personne. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste? Des avancées? Notamment sur cet émoussement lié aux antidépresseurs qui touche quand même beaucoup de monde. Oui, et ça, c'est plutôt encourageant. La recherche avance. Déjà, on confirme que certaines classes d'antidépresseurs, comme les IRS et les IRSNA, semblent plus associées à cet effet d'émoussement que d'autres options, plus anciennes ou plus récentes. Surtout, l'article d'encéphale.com mentionne que de nouveaux traitements antidépresseurs montrent des résultats prometteurs. Pas seulement pour traiter la dépression elle-même, mais aussi spécifiquement pour améliorer l'émoussement affectif, y compris celui qui était provoqué par les médicaments précédents. On parle par exemple d'antidépresseurs qu'on appelle multimodaux, comme la vortioxétine, qui agit sur plusieurs systèmes de neurotransmetteurs en même temps. D'autres pistes explorent des mécanismes d'action différents qui ciblent par exemple les récepteurs D3 à la dopamine ou le système glutamatergique ou encore les récepteurs opioïdes kappa. Tous ces développements, ça ouvre la porte à des traitements qui pourraient être plus ciblés et mieux tolérés sur le plan émotionnel. C'est une perspective assez positive en effet. Si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, quels seraient les points vraiment essentiels à retenir de notre discussion? Je crois qu'il faut avant tout garder en tête la distinction clé. L'aplatissement affectif, c'est une histoire d'expression qui est réduite. L'émoussement affectif, c'est une histoire de ressenti qui est diminuée. Ça, c'est la base. Ensuite, comprendre que les causes sont diverses. Ça peut être des maladies psychiatriques, comme la schizophrénie ou la dépression, des atteintes neurologiques, des traumatismes, mais aussi, et c'est très important pour l'émoussement, les effets secondaires de certains médicaments, notamment des antidépresseurs très courants. Il faut aussi mesurer l'impact profond que ces états peuvent avoir sur la qualité de vie, sur les relations, sur le fonctionnement social. C'est loin d'être anodin. Et enfin, je dirais retenir l'importance d'une reconnaissance fine de ces symptômes, d'une écoute vraiment attentive de l'expérience subjective du patient, surtout quand il parle des effets des traitements, et puis d'une prise en charge qui soit adaptée et souvent pluridisciplinaire.
Merci, c'est très clair. La complexité est là, c'est sûr, mais la distinction est vraiment fondamentale. Et l'importance du dialogue, de la prise en compte du vécu de chacun, ça ressort vraiment de notre échange. Absolument. Derrière ces termes un peu cliniques, il y a des expériences humaines, singulières, et elles nécessitent une écoute et une compréhension tout en nuances. Pour finir, peut-être une petite réflexion à emporter. On a vu comment notre monde émotionnel intérieur peut parfois se déconnecter de son expression extérieure. Je me demande dans quelle mesure les attentes de notre société, ce qu'il est jugé normal ou attendu de montrer comme émotion dans telle ou telle situation, comment ces attentes pourraient influencer non seulement la façon dont on perçoit ces états chez les autres, mais aussi la façon dont les personnes concernées vivent elles-mêmes leur aplatissement ou leur émoussement. Est-ce que cette pression sociale à paraître ému de la bonne façon, ça ne rajoute pas une couche de difficulté? Voilà, c'est une petite piste de réflexion sur la dimension sociale de nos affects. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.